Donc, on avait beaucoup parlé de Bertrand Barrère au moment du bicentenaire de la Révolution. Comme on en avait parlé un peu, notamment au niveau de sa tombe, vous voyez, au premier centenaire de la Révolution. À ce moment-là, pour les centenaires, là, on fait un effort d'une manière ou d'une autre, vous voyez. C'est pour ça aussi qu'il y a un boulevard Bertrand Barrère. Ah, oui, quant à ici, localement, il y a ces deux qu'on avait publiés à ce moment-là. Hein. Ça, c'était les actes d'un colloque international. Et ça, c'était la mairie de Tarbes, avec une exposition aussi. Hein. Ils sont intéressants, les deux. Et ceci, c'est un peu plus tardif. Parce que c'était une collection des grands hommes du Sud-Ouest, en somme, par les éditions Gascogne, dont je crois, quelques années après, oui, 2015, vous voyez. Mais j'attire votre attention sur le sous-titre, là. Hein. On n'est plus dans les publications anglaises qui parlent du terroriste Barrère. Hein. On est dans un essai de compréhension, quand même. Et l'essai de compréhension, c'est José qui avait trouvé ce sous-titre, le médiateur de la Révolution. Et Jean-Pierre Thomas, qui est un autre spécialiste de Barrère, lui disait le médiateur de la Convention. José a fait quelque chose de plus général, voilà. Bon, ceci dit, on va commencer alors. Bon, vous vous rappelez qu'on en était à la crise politique. Alors la crise politique, rappelez-vous, c'est un État incapable de se réformer et c'est surtout le problème des budgets. Alors on n'avait pas regardé ça la dernière fois et par conséquent, il y a un déficit important chaque année qu'on ne peut combler qu'en empruntant, bien sûr. Hein. On est soumis aux emprunts. Hein. Et alors, ce qui est caractéristique dans ce budget, c'est que si vous regardez le montant des dépenses, quand même, la moitié, c'est le service de la dette. Vous voyez? Donc sur 629,6 millions de livres, il y en a 310,4 qui sont le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement, le paiement des intérêts. C'est tout à fait improductif. Hein? Bien sûr. Et puis après, oui, bien sûr, ce qui se voit là, quand on publie ça, c'est l'importance des dépenses de la cour des privilégiés. Hein. C'est le plus gros poste pratiquement après. Hein. Et, non compris, bien sûr, les dépenses militaires et diplomatiques. Mais rappelez-vous, on vient d'aider, on est en train d'aider l'Amérique à combattre les Anglais pour obtenir leur indépendance et ça nous a coûté fort cher. Donc on emprunte, mais un jour il faut rembourser et puis payer les intérêts en attendant. Bon, ensuite, c'est ça, on n'arrive pas à se réformer. Rappelez-vous, bon, je passe là, hein, on compte beaucoup sur Necker, d'où le titre de prestidigitateur, hein, mais c'est un banquier très strict et tout ce qu'on veut, mais
il ne peut pas faire des miracles. Quant à Calonne, rappelez-vous, je vous l'ai mis là parce que c'était le prototype de ces gens qui voient pas trop loin quand même dans l'avenir, puisque il avait permis des dépenses sans compter, mais au bout de 3 ans, personne ne voulait plus lui prêter de l'argent. Donc, les ministres des Finances se succèdent et finalement, tout échoue. Pourtant, il y avait des gens de qualité, là, comme Turgot, par exemple. Et, tout le monde souhaite que cet état s'arrête, que cet état de fait s'arrête, mais on a affaire à l'opposition des privilégiés, forcément, puisqu'il faut commencer par réduire les dépenses de la Cour, etc. Et puis, il y a aussi les parlements et les États provinciaux qui ruent dans les brancards et qui donc refusent l'enregistrement des édits du roi, par exemple, pour le Parlement de Paris. Et ici, c'est l'Assemblée de Visille, donc c'est les États du Dauphiné qui sont entrés en rébellion. On a parlé de la journée des Tuiles la dernière fois, mais ici, à cette Assemblée de Visille, donc, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, si vous regardez attentivement, vous voyez par exemple dans cette assemblée un ecclésiastique ici. Par exemple, facile à reconnaître, sans doute des nobles ici, et puis le tiers-état là. Ils ne se mélangent pas, bien sûr, sur les rangs de la réunion, là, enfin de la salle de réunion, mais ils délibèrent en commun. Et ça, c'est pour ça que les habitants de Moulay-Douce vous diront, par exemple, les États organisés comme ceux du Dauphiné. Parce que, on va le voir, le roi se fait tirer l'oreille. Il refuse notamment ce qui apparaît aux yeux de la majorité des gens, non privilégiés bien sûr, mais même certains privilégiés, et il apparaît que la seule solution c'est de recourir à des impôts nouveaux, et pour ça, pour avoir des impôts nouveaux, il faudrait convoquer la réunion des États généraux qui n'ont pas été réunis depuis 1614. Donc, parce que depuis pratiquement Philippe le Bel, donc bien avant, les États généraux ont voté de nouveaux impôts. Donc, la crise politique et financière est générale, impossible d'en sortir comme ça. Le roi campe sur son refus, si vous voulez, mais la situation économique aussi est très grave. Voilà, là je vous ai, j'ai agrandi la fin des doléances de Moulay-Douce, par exemple. Qu'on observe au roi, aux États généraux, que le cultivateur paye non seulement sa part des impositions royales, mais aussi les charges locales, la portion des charges de la province, et que cette année, sa situation est déplorable à cause de la cherté des denrées de première nécessité. Et vous avez quand même tous les gens qui ont signé, il y en a aussi en marge là, tous les gens qui ont signé
Donc, c'est sous une forme concise, ça dit bien ce que ça dit, et c'est que la situation économique est mauvaise. Alors, on va développer ça. Et vous avez là la comparaison entre 2 années, avec une aggravation très nette de la pression fiscale, qu'il s'agisse de la dîme, où la proportion de la dîme par rapport aux bénéfices, elle est de l'ordre d'un tiers environ, mais là, la dîme représente 70 ou 80% de la totalité des revenus. Ensuite, concernant les impôts, donc ils ont fait des calculs savants pour trouver ça. 1770-76, vous voyez, c'est à peu près équivalent, 50-50. 1777-1787, les impôts, c'est 85% au moins de la totalité, là, de la totalité des revenus. Bon, ils ont fait des calculs qui valent ce qu'ils valent. Il s'agit des profits d'un fermier vendeur de céréales qui a dû laisser ses comptes. Et pourtant, on va le voir, le prix des céréales n'a pas baissé. Donc, augmentation des impôts en proportion du moins. D'ailleurs, voyez ici ce que dit un membre du conseil communal là, de la commune de Castelnau-Magnoac, parce que nous avons un historien du 19e siècle, là, Baudens, qui nous a laissé un petit ouvrage et il a eu accès à des archives qu'on n'a plus. Nous voici assez près de moissonner, dit-il. Donc vous rappelez que cette période de l'année est très délicate, puisque c'est le moment où les réserves s'épuisent et on n'a pas encore récolté, on n'a pas encore engrangé la nouvelle récolte, si vous voulez. Donc nous voici assez près de moissonner, impatiemment attendu, à la veille de quelques... Il faut que je me mette un peu plus en face. De quelques ressources pour diminuer nos craintes sur le sort de tant de personnes faméliques. Cependant, l'augmentation du prix que nous avons eu le désagrément de voir samedi dernier, jour de marché, dans toutes espèces de denrées, malgré nos précautions pour l'approvisionnement du marché, le haussement encore plus considérable qu'ont éprouvé les grains mardi et mercredi dernier au marché de Trie et de Boulogne, il s'agit de Boulogne-sur-GS, qui est pas loin de Castelnau quand même, doivent d'autant plus nous alarmer que nous savons tous qu'à l'exception de quelques sacs de fèves et de seigle, il ne reste plus en ville aucune espèce de grain, que le zèle même de nos principaux habitants a été tel que dans le cours de cette semaine, ils ont partagé avec ceux qui a manqué dans le moment leurs provisions indispensables, dans l'espérance où ils étaient de pouvoir les renouveler au prochain marché de cette ville. Mais les espérances de ces derniers ne sont-elles pas vaines? N'avons-nous pas à craindre demain ce que nous avons eu tant de peine à éviter jusqu'ici? Je veux dire que ne nous étant pas permis de nous flatter, quelques soins que nous nous donnions, quelques diligences que nous puissions faire, que l'approvisionnement que nous pourrons procurer pour le marché de demain soit proportionné aux besoins de ceux qui auront recours et qu'une circonstance aussi grave pourrait aussi bien être suivie de la désolation, de la révolte, de la mort même, si nous ne concertions au plus tôt les moyens les plus prompts, les plus sages pour écarter tout danger. Voilà, donc ça vous dit bien, c'est un édile qui parlait, donc il se sent responsable du marché, en particulier, et du ravitaillement, et vous voyez qu'il a des soucis, vraiment des soucis à se faire, hein.
Et puis, au niveau de la France entière, ce qui s'est déclenché, là aussi ce sont des calculs savants qui ont été effectués quand même à travers 3 régions, et on voit que le prix du foin a décimé les troupeaux. Alors vous avez Caen, le Languedoc, la Bourgogne, donc des régions très différentes. Est-ce le cas chez nous? Peut-être moins quand même. Moins parce que on envoie les bêtes à l'estive, l'été. Vous voyez, donc il peut y avoir quelques soulagements à la pénurie de foin, par exemple. Hein. Puis ça dépend des hivers. Mais les hivers sont très difficiles ces années-là, on va le voir. Hein. Et crise économique encore, surtout parce que on a le maximum du siècle pour le prix des céréales, maximum du siècle en 1789. Vous le voyez là, hein? Et vous constatez que le pic, il est quand même assez large, ce qui fait qu'il faut compter 1790 parmi les prix élevés jusqu'à la récolte apparemment. Donc là, on parle en livre tournoi. Hein. Alors, on a la chance sur les cadastres, les vieux cadastres. S'il vous plaît, c'est quoi des livres des tournois? Tournoi Tours. La livre de Tours, à l'origine. Hein, parce qu'il y avait un atelier monétaire à Tours. Simplement, hein, il n'y en avait pas partout, hein, des ateliers monétaires, des ateliers royaux. Hein. C'est un privilège du roi, là. Hein, mais c'était un privilège de certains seigneurs au Moyen-Âge, par exemple. Hein. Donc, ici, sur les cadastres napoléoniens, on les appelle comme ça, et vous voyez sur le journal, de temps en temps, une cérémonie pour inaugurer la rénovation des cadastres. Hein. De ces cadastres-là. Donc, ils existent en double. Il y en a un exemplaire aux archives, un exemplaire dans la commune. Et on restaure ceux des communes qui ont été feuilletés, évidemment, à longueur de temps. Et dans ces cadastres, en introduction au cadastre qui a été fait souvent, vous voyez ici, 1807, juste après la Révolution. Hein. Donc c'est pour ça qu'on y trouve une indication des prix anciens et des prix récents. Et vous voyez, ils remontent parfois jusqu'à 1783. Alors il y a plusieurs prix parce que ça dépend du moment de l'année, mais vous voyez ici par exemple 1788-1789, le prix du froment atteint 20 livres ou 19 livres, c'est-à-dire le maximum de toute la période. C'est comme ça qu'il faut voir. Après, ça peut baisser beaucoup, après, juste au moment de la récolte, après la récolte. Vous voyez, et puis quelquefois, il y a un troisième prix qui est indiqué aussi, hein, comme là. Pas toujours le cas. Bon, si vous regardez l'orge, même chose, hein, c'est vraiment 1789, 1791. Si vous regardez le milhoc, c'est pareil pour 1789. Hein. Si vous regardez les légumes, eh bien c'est la même chose à partir de 1788, 20 livres là. Hein. Le vin, il est en période de hausse aussi là, 28 livres. Le bois, c'est pareil, il a augmenté. On était à 5 ou même 4 et on est à 6. Donc, c'est pour vous montrer que localement, on peut trouver dans le village, hein, pour peu que le cadastre ait été fait très rapidement après la Révolution, et c'est le cas d'un certain nombre. Hein.
Vous savez, c'est pour ça qu'on l'appelle cadastre napoléonien. C'est Napoléon qui a donné l'impulsion au départ. Hein. Enfin, ça devait être plutôt Bonaparte, premier consul, que Napoléon, empereur. Hein. Mais enfin, bon, ce sont des facilités de langage. Et alors, regardez, le phénomène est facile à comprendre. Hein. Les mauvaises récoltes entraînent les hausses des prix, entraînent la disette, entraînent des difficultés à payer les impôts et quelquefois ils ne peuvent même pas les payer. Et ça entraîne le déficit des recettes royales. Mais la hausse des prix des céréales entraîne évidemment une baisse considérable des achats faits par exemple aux artisans ruraux. Pourquoi on achèterait une paire de sabots, par exemple, si on n'a pas les moyens de le payer? C'est pas possible. Donc on se servira des vieux, on les rafistolera comme on pourra, et on se servira des vieux. On n'achètera pas du neuf. Hein. Alors ça, c'est vrai pour toutes les catégories de l'artisan rural. Et donc chômage des artisans et difficulté à payer les impôts, et ça aggrave le déficit des recettes royales. Parce que même si on met en prison pour dette, encore à ce moment-là, hein, les gens qui sont en prison, ils ne sont pas productifs, hein, ce n'est pas eux qui vont payer les impôts. Au contraire, ils coûtent quelque chose, oui. Un minimum, quoi. Bon, d'abord, une crise agricole, donc, on l'a dit. Crise fourragère, et l'élevage est anéanti. Et n'oubliez pas que quelques années avant, nous, ici, dans la région, dans le sud-ouest au moins, on a eu une épizootie extraordinaire qui a décimé les troupeaux en même temps. Hein. Donc ça n'arrange rien, même si la crise du foin a sans doute été moins grave ici. Hein. Le maximum pour les prix des céréales, alors chômage des travailleurs agricoles, qu'ils soient réellement dans l'agriculture ou qu'ils soient artisans. Hein. Donc la crise devient générale, mévente, et cette mévente atteint aussi les industries manufacturières. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. On a du mal à parler d'industrie, mais enfin bon, il y en a quelques-unes quand même. Mais on préfère appeler ça des industries manufacturières. Donc, partie des campagnes, la crise va toucher aussi les villes. C'est typique de l'ancien régime, hein. Mais il faut dire qu'il y avait à peu près à ce moment-là 80% de la population qui vivait de l'agriculture. Et davantage encore qui vivaient à la campagne, bien sûr. Donc la population urbaine est faible. Hein. Ensuite, cette crise économique va dégénérer en crise sociale. Et vous avez vu tout à l'heure l'édile de Castelnau-Magnoac craindre, c'était vers la fin, craindre notamment les révoltes. Et ces révoltes, elles ont lieu quelquefois. Comme ici. Alors c'est une papeterie qui employait une vingtaine de salariés, peut-être quelque chose comme ça, qui se sont mis en grève parce que leur salaire était trop bas vu la hausse des prix. Voyez, puis ça a dégénéré, enfin bon. Toujours est-il que ça s'est terminé par un incendie et le pillage de la papeterie. Donc c'est un exemple parmi d'autres, certainement. Hein. Donc la crise sociale, ça c'est
il faut espérer qu'un jour ça changera encore. Eh bien, regardez ce qu'on espère. Alors ici, remarquez la balance de la justice. Et on rétablit les plateaux en équilibre alors qu'ils ne le sont pas, normalement. On verra que la justice souffre énormément aussi. Là, les procès, ils durent interminablement. Les pots de vin au juge, on les appelle comme ça, nous, bien sûr. À l'époque, ça s'appelait des épices que l'on portait au juge. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans le domaine de la justice. Et le noble qui a toujours son épée, vous voyez, à côté. Et puis alors le paysan, et qu'est-ce qu'il a pendu à son bâton? Un lièvre. Alors c'est le symbole de ce qui chiffonne le plus, enfin chiffonne, ce que les paysans détestent le plus, c'est par exemple l'interdiction de chasser. Et imaginez, ils ont des champs prêts à être moissonnés et vous avez par exemple un troupeau de sangliers qui traverse le champ ou d'autres animaux qui viennent détruire la récolte, ils n'ont pas le droit de les chasser. Donc pas de droit de chasse, pas de droit de pêche en temps normal. Donc ce qui pèse surtout sur les paysans sont ce genre de droits qui sont issus des droits féodaux, des droits qui remontent au Moyen-Âge. Alors ça c'est l'exemple de la chasse, mais il y en a bien d'autres. Normalement, interdiction de cueillir des champignons ou de ramasser du bois dans les bois du Seigneur, etc. Donc c'est variable, et d'une communauté à l'autre, on peut avoir des différences. Certains mieux traités que d'autres, mais enfin, dans l'ensemble, ils réclament la suppression des droits féodaux, bien sûr, avant tout. Alors le paysan qui est accablé par sa charge. Oui, ça, il est chargé là. Voilà. Et puis on a affaire à des membres de la noblesse et du clergé. Mais pas de n'importe quelle noblesse, pas de n'importe quel clergé. Il s'agit des nobles, genre nobles de cour, voyez. Et il s'agit d'un prélat, pour le moins d'un évêque ou quelqu'un de ce type-là, d'un haut grade dans la hiérarchie ecclésiastique. Donc, ça ne durera pas toujours, vous voyez, ce sont des gravures de l'époque, donc 1789. Donc on s'exprime par ce moyen-là souvent, Et il y a donc une double inégalité, l'inégalité due au privilège, mais l'inégalité due à la fortune. Parce que là, vous avez ces prélats qui vivent dans l'oisiveté et la richesse et le luxe. Alors voilà ce qu'on dénonce. Ce qu'on dénonce, c'est d'abord les privilèges. Regardez, la noblesse de cour, en haut, pratiquement, elle a la même mise sur les hautes fonctions ecclésiastiques. Le pape, qui doit intervenir normalement dans la nomination, il fait ce que le roi a décidé, ou ce que le conseil du roi a décidé. Voyez. Alors, il y a un pointillé depuis la haute bourgeoisie, ça veut dire qu'il peut y avoir un passage, mais
il est en pointillé sur le schéma, ça veut dire que ça se passe difficilement et pas très souvent. Voyez ? La noblesse de robe et de province peut arriver difficilement jusqu'au stade de la noblesse de cour, un peu plus facilement dans les offices du clergé, du haut clergé. La bourgeoisie d'office, elle peut arriver à passer à la haute bourgeoisie. Cette bourgeoisie d'office peut aussi devenir noble en acquérant donc une charge dans le domaine judiciaire, par exemple. Hein. Pas de problème pour passer dans le bas clergé, bien sûr. Et donc, marchands et boutiquiers peuvent arriver par leur mérite, par leur richesse, à devenir, à acheter des offices ou à devenir maître des métiers, à exercer une profession libérale. Mais c'est quand même pas facile. Hein. Par contre, là où vous avez un barrage, les traits en noir là, hein, barrage très net, hein, là, barrage très net, impossible pour le bas clergé de rejoindre le haut clergé. Pas de passage. Hein. Le bas clergé, vous voyez, c'est uniquement le peuple. Alors, s'il est très bas, c'est le peuple. S'il est un peu moins bas, si ce sont des paroisses plus juteuses, en quelque sorte, où les bénéfices sont plus importants, à ce moment-là, vous pouvez avoir quelques bourgeois. Mais bon, rares. Hein. Par contre, deuxième barrage, les hobereaux de province, non nobliaux de province, là, impossible de gagner le haut de la noblesse. C'est impossible de devenir noble de robe et de province parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vivent dans la pauvreté, ils vivent comme les paysans pratiquement. Sauf qu'ils ont parfois, comme on l'a dit la dernière fois, l'épée au côté. Mais les privilèges honorifiques, ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux, et bien sûr. Donc, si l'on prend le peuple, vous avez que dans le peuple, dans les paysans, il y a aussi des différences de fortune, hein, quand même. Les plus importants, les plus riches sont les laboureurs, qui théoriquement possèdent un attelage pour labourer. Théoriquement, hein, c'est de là que ça vient. Donc, ceux-là peuvent être relativement aisés, mais que peuvent-ils faire? Pas grand-chose. Ils peuvent, en cas de réussite exceptionnelle, par exemple, en ayant profité de la cherté des matières de première nécessité, ils ont pu faire quelques stocks et vendre au moment où les prix étaient les plus hauts, par exemple. Hein. Donc on peut en avoir quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et à ce moment-là, ils peuvent gagner donc ces catégories de bourgeois, marchands, boutiquiers, vous voyez, etc. Et ils peuvent suivre le parcours. Donc, pour les petits propriétaires et les artisans des campagnes, pratiquement, ça devient très très difficile là. Hein, voyez. Alors bien sûr, par le moyen de l'apprentissage, ils peuvent parfois devenir compagnons dans les villes. C'est-à-dire être employés, comme on l'a dit, par des artisans, par exemple. Hein. Mais alors, vous voyez que ce domaine des artisans, il est complètement barré, impossible de gagner quand on est compagnon, hein, pas quand on est maître de métier. Mais quand on est compagnon, impossible de gagner les strates supérieures.
Donc ici, le peuple, les manouvriers, les journaliers, eh bien, en cas de crise, ils errent sur les routes. Cette population flottante, qui va tellement faire peur aux gens. Parce que ces gens-là n'ont aucune ressource, ils sont sur les chemins, ils sont sur les routes parfois, et que font-ils? Ils font peur aux gens du coin. Donc vous voyez, ce que souhaitent la plupart des personnes qui sont un peu au courant des affaires du royaume, c'est qu'on fasse sauter ces interdictions, là, ces barrières sociales, vous voyez, hermétiques. Donc, ce qui est sûr en tous les cas, c'est que le mécontentement se généralise là. Hein. Donc, on a parlé des paysans, en premier lieu, soucieux de se débarrasser des droits féodaux. Surtout si ces droits féodaux sont plus sévères dans certaines paroisses. Hein. Les bourgeois, c'est simple, hein, ils sont conscients de leur valeur. Ils sont conscients de l'argent qu'ils gagnent, conscients du bien qu'ils font à l'État, parce que c'est eux qui travaillent le plus et qui alimentent le plus les caisses de l'État, d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc ils veulent jouer un rôle plus important, bien sûr. Hein. Les nobles, les petits hobereaux de province, comme on les a appelés, les nobles, eux, la plupart du temps, ils sont très pauvres, ils sont ruinés, ils n'ont que des revenus parfois qui n'ont pas évolué, si vous voulez, depuis la fin du Moyen-Âge. Hein. Donc, ils sont souvent ruinés, hein. Mais ils s'accrochent à leurs privilèges, comme on le disait. Et c'est l'origine de la réaction nobiliaire, donc. Ils essaient par tous les moyens de renforcer ces droits qui leur permettraient de récolter davantage d'argent, bien sûr. Alors certains droits qui ont complètement disparu sont réactivés, et je vous ai dit qu'il y avait même des spécialistes pour scruter de très près les chartes du Moyen-Âge pour voir quels sont les droits qu'on aurait oubliés, qui sont plus payés, etc. Le bas clergé, lui, c'est le peuple, hein. Donc il vit dans la même misère, à part quelques paroisses plus riches, mais à ce moment-là, hein, on va nommer un curé absentéiste qui touchera les bénéfices, et on va nommer un pauvre abbé, si vous voulez, à sa place pour faire l'ordinaire de la religion, quoi, en quelque sorte. Tous souhaitent la disparition de la noblesse de cour et du haut clergé. Et la noblesse de cour et le haut clergé, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent le maintien de leurs privilèges, oui. Et même tout ce qui peut éventuellement le renforcer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur 4 quartiers de noblesse pour devenir officier dans l'armée. Alors on va passer maintenant au souverain. Face à donc ce mécontentement général, à cet État qui aurait nécessité tant de réformes, si vous voulez,
Eh bien, vous avez le roi. Alors le roi, vous voyez, on le représente souvent. C'est ainsi que souvent le peuple les voit, s'il a l'occasion de voir quelque chose, c'est ce genre d'image, si vous voulez. Dont le roi en majesté, intouchable dans sa majesté, bien sûr. C'est ça que ça suggère. Pourtant, le roi, vous avez l'appréciation de Bertrand Barrère, là, parce qu'il a laissé ses mémoires. Hein. Il a beaucoup écrit, je vous l'ai dit, il a laissé beaucoup de manuscrits qu'on a aux archives, notamment, hein, ici, à Tarbes, et il a publié des choses aussi. Hein. Le roi avait environ 5 pieds 5 pouces, sa construction physique ignoble et massive présentait l'apparence d'une santé beaucoup plus forte que ne l'a annoncé d'ailleurs son visage blême. Il n'a pas grand chose pour lui, autrement dit, c'est pas Louis XIV. Hein. Il avait les yeux bleuâtres, sans la moindre expression, et un gros rire qui paraissait tenir de l'imbécilité. Il voyait à peine ce qui était près de lui et distinguait bien les objets dans l'éloignement. Non, même pas, hein. Presbyte. Il avait d'ailleurs le maintien le plus gauche et offrait tout l'extérieur d'un grand et gros garçon mal élevé. En plus, son éducation avait été en effet très négligée. Au fond de l'âme, il avait cependant l'amour de l'ordre et de la justice. Mais son extrême faiblesse de caractère l'empêchait de se livrer à son propre mouvement et il suivait aveuglément les impressions qu'il recevait de ses ministres et principalement de la reine. Cette femme avait un crédit prodigieux sur son esprit et faisait de lui ce qu'elle voulait. Elle était belle. Il n'éprouvait de passion décidée que pour la chasse, et surtout pour la chasse au tir, dont il s'était fait un exercice journalier. On voit très bien. Donc, c'est pas la chasse à court, hein. La chasse au tir, c'est donc la chasse avec un fusil. Hein. Il était fort gourmand et aimait le vin. Il en buvait même assez pour ne presque jamais sortir de table sans être échauffé. Et alors son bavardage devenait bien importun pour la personne qui lui plaisait d'entretenir. Cependant, son jugement était sain. Il avait le désir du bien et il l'aurait toujours fait si ses dispositions naturelles avaient été secondées par une femme ou par un ministre véritablement patriote. Il était mal entouré, ce pauvre lycée. Il était très mal entouré, effectivement. Par contre, au niveau du peuple, il était populaire. Voilà ce qu'on disait à Vieille-Adour dans le cahier de doléances. Ce monarque populaire ne méconnaît pas nos droits. Il nous appelle à l'Assemblée générale, à l'Assemblée auguste de la nation, où l'on respectera la liberté des opinions et où le dernier assis aura autant d'influence sur le bien public que le premier placé. Ça fait référence quand même aux places, notamment aux places dans l'église. Et oui, parce qu'il y avait des fauteuils ou des bancs pour les nobles, par exemple, à l'avant, etc. Alors là, on n'a pas le cahier de doléances de Tarbes, mais on a le discours du maire qu'il a prononcé. Monsieur le maire a dit « Messieurs, quel objet fut jamais plus intéressant que celui qui va nous occuper en ce jour? Quel monarque acquit plus de droits à nos hommages et à nos vœux que le sage souverain qui nous presse de vous réunir pour vous exprimer l'amour qu'il porte à son peuple.
N'oubliez pas que le maire de Tarbes, il est nommé par l'intendant, c'est-à-dire par le roi. C'était quelle année ça? ABC 1789. C'est-à-dire que là, comme ce sont des extraits de cahiers de doléances, la date de réunion des conseils généraux, des états généraux est déjà fixée. Hein. Il y a eu le décret royal là. Hein. Le nom de patrie, messieurs, si longtemps ignoré, si longtemps méconnu, retentit de toutes parts. Il ouvre nos âmes aux plus douces espérances. Il nous annonce enfin le bonheur. Louis XVI soupire après la félicité de son peuple. Il connaît sa détresse et ses larmes. Il veut en tarir la source. Vous voyez comme c'est bien dit. On a gardé le cahier de doléances du tiers-état de Bigorre. Je vous l'amènerai en photocopie si vous voulez, mais c'est un cahier épais comme ça qui a été imprimé. L'ordre des communes de la Sénéchaussée de Bigorre, pénétré de la plus vive reconnaissance envers un souverain qui lui rend les droits qu'une politique désastreuse lui avait ravis depuis 2 siècles, se plaît à proclamer aujourd'hui ses vertus, ses bonnes intentions et sa bienfaisance. C'est le premier cri de la liberté. C'est le plus bel usage que le peuple puisse faire du droit de faire parvenir sa voix jusqu'au pied du trône pour la première fois. Autrement dit, on a l'impression qu'il critique l'entourage du roi, ses ministres, et le roi ignorerait exactement ce qui se passe. Ce sont ses ministres les responsables. Alors le cahier de doléances de Is, par exemple, un roi dont on ne saurait assez admirer la bienfaisance et la justice, vous vous rendez compte, offre à la nation le spectacle le plus intéressant. L'ami de tous ces sujets, il veut les rendre heureux, il veut concerter, c'est-à-dire discuter avec eux, les moyens qui peuvent assurer leur fidélité en établissant une mutuelle correspondance de confiance et d'amour. Qu'il est attendrissant de voir un père au milieu de ses enfants. Vous vous rendez compte ? Attendre de leurs soins et de leurs conseils le calme et la tranquillité de son âme agitée. Le tiers-état Aïbos, dont nous sommes tous membres jusqu'ici méconnus, Avili, devient aujourd'hui l'objet de la sollicitude paternelle de notre auguste monarque. Donc vous voyez, c'est un choix que j'avais fait à l'époque, mais ça démontre assez que de l'instant qu'il a accordé donc la réunion des États généraux, il est très populaire. Et bien sûr, des images comme celle-ci contribuent à sa popularité. Il est donc en train d'aider des pauvres gens à Paris au moment de la disette. Et il fait distribuer du pain, par exemple, ou des choses comme ça. Mais surtout, il le fait savoir. Oui. Alors, il aurait préféré être à la chasse, c'est inutile de vous le dire, mais bon, on a dû, dans son entourage, quand même lui dire que ça serait bien, quoi. Alors, Marie-Antoinette, donc, c'est une belle femme, oui, bien sûr, surtout en toilette de cour, comme ça, hein. Mais Bertrand Barrère ne va pas être aussi indulgent qu'avec le roi, oui. Encore que... La reine était d'une taille médiocre mais agréable. Elle avait beaucoup de noblesse dans le maintien et une coquetterie qui lui donnait le désir de plaire à tout le monde. Pendant les premières années de son séjour en France,
Et lorsqu'elle n'était que dauphine, elle avait montré une honnêteté et une affabilité qui l'avaient fait chérir généralement. Mais son caractère avait absolument changé depuis qu'elle était devenue reine. L'empire qu'elle exerçait sur l'esprit du roi la rendait très despotique et elle influait d'une manière funeste sur presque tous les événements publics. Elle avait supprimé à la cour toute espèce d'étiquette. Ça vient après Louis XIV, n'oubliez pas, il y a bien eu Louis XV, mais enfin... Elle avait supprimé à la cour toute espèce d'étiquette et ne connaissait guère d'autre loi que celle du plaisir, pour lequel elle avait un goût effréné. Elle jouait volontiers gros jeux et aimait les spectacles avec passion, particulièrement ceux du genre le plus gai. Elle ne sentait aucun goût, aucune affection pour le roi. Voilà. Un portrait assez chargé, mais on attendait pire. Il faut dire qu'à l'époque où Calonne a laissé les dépenses s'amplifier, elle a été la première à dépenser beaucoup plus, et les dépenses à la cour ont monté de façon extraordinaire. Pendant 3 ans, jusqu'à ce que les créanciers ne veulent plus avancer de l'argent. Voilà la caricature de Marie-Antoinette en 1785. Elle est représentée en harpie. Donc ça vous dit tout, ou presque. Oui, et le roi, c'est souvent le dernier qui parle qui a raison. Hein. Et on n'oublie pas que Marie-Antoinette est une étrangère, frivole et dépensière. Et c'est elle sur qui on fait retomber la responsabilité de tous les événements qui vont se dérouler. On a tendance à faire ça, nous Français, à chercher des coupables, des responsables. Vous voyez? C'est bien la faute de quelqu'un. N'empêche qu'elle a quand même une lourde responsabilité. Je ne la défends pas, là. Donc, ça aurait été un règne normal. Il serait peut-être arrivé au bout. Il serait peut-être arrivé au bout. Si d'une manière ou d'une autre, le roi avait pu avoir un bon ministre, un Colbert, je ne sais pas, quelqu'un comme ça. Peut-être que ça aurait changé les choses, mais enfin, les choses étant ce qu'elles sont, tout va aller de mal en pis. Parce que vous avez vu qu'il y a une grande espérance pour les États généraux. Et malheureusement, on ne peut qu'être déçu dans ces cas-là. Si l'espérance est trop grande... Voilà ce qu'écrit Bertrand Barrère, donc, et ailleurs dans ses mémoires, il appelle ça les étrennes du peuple. Donc janvier 1789, cédant aux vœux des parlements, du ministre des Finances Necker et d'une grande partie du pays, le roi accepte enfin de convoquer les États généraux. Il n'a pas d'autre solution de toute façon. Il espère ainsi endiguer le mécontentement croissant, exaspéré par la disette, quitte à réaliser quelques réformes, ou quelques réformettes peut-être, en échange d'impôts nouveaux dont il a cruellement besoin. En effet,
outre les dernières guerres qui ont coûté très cher, la guerre d'Amérique à elle seule a fait dépenser 2 milliards de livres. Les plus grandes dépenses concernent en 1788 les emprunts à rembourser, 316 millions de livres, soit 51% des dépenses totales. C'est 1788, ce n'est pas tout à fait le budget que je vous ai montré. Les échecs successifs des tentatives de réforme fiscale l'ont obligé à céder. Quand il a, si vous voulez, à bout d'arguments, quand il a accepté ce que lui proposait Lomini de Brienne, le dernier surintendant des finances, là, eh bien, le roi les a acceptés, mais c'est les parlements qui ont refusé, et les parlements, les États provinciaux, etc., qui se sont rebellés. Donc, il n'y a plus que les États généraux. Alors, si on regarde quand même, maintenant, le dessous des cartes, c'est un peu différent. Toujours d'après Barrère, là, une grande question agitait le royaume. Philippe le Bel, en 1303, avait appelé le tiers-État aux assemblées nationales. Les hauts barons et les évêques avaient consenti à délibérer avec eux dans la même assemblée. Ils avaient consenti. Donc les privilégiés avec les non-privilégiés, mais avec les roturiers. Mais au siècle des Lumières et de la philosophie, les barons et les prélats ont eu d'autres idées et n'ont pas voulu que la nation eût un nombre de représentants égal à celui des deux ordres privilégiés. Les notables ont pensé que l'habitude et l'intérêt personnel devaient l'emporter sur la raison et la justice. Enfin, le Conseil, ou plutôt M. Necker, a pensé autrement. Et le premier jour de l'an 1789, ce vertueux ministre a fait publier le résultat du Conseil d'État du 27 décembre, du Conseil, pardon, du roi, bien sûr, du 27 décembre. Aussitôt, des fureurs féodales se sont déclarées. Les prélats membres ont intrigué, les magistrats ont proféré des menaces. Donc, finalement, le roi a dit d'accord pour le doublement des députés du tiers-État. Étant donné que qui représente 90% de la population, sinon plus, vous voyez, il a accepté. Le seul défaut essentiel que je trouve dans le rapport, c'est de laisser déterminer aux États généraux si l'on opinera, si l'on votera par tête ou par ordre. En effet, c'est pas difficile. Jusque-là, et ça se passait comme ça dans les États, la plupart des États provinciaux aussi. Donc, la noblesse délibérait dans une salle à part, ça comptait pour une voix. Le clergé délibérait dans une autre salle, ça comptait pour une voix. Le tiers-État délibérait dans un troisième lieu, et ça comptait pour une voix. 2 voix de privilégiés contre une voix de roturier, il n'y avait pas photo, comme on dit de nos jours. Et alors là, la grande question en suspens qui se pose, c'est que tiers-État, ça veut dire qu'ils vont avoir la majorité si l'on vote par tête et non pas par ordre. Voilà, c'est la grande question qui agite les esprits et qui n'est pas réglée. Quand les États généraux vont se réunir, tout ça, c'est pas réglé. C'est les États généraux eux-mêmes qui vont essayer de le régler, avec la succession que vous connaissez déjà. Sauf que quelques nobles libéraux et quelques curés qui ont été élus, contrairement à l'habitude, parce que dans l'ordre des curés, ceux qui sont élus, ce sont plutôt les prélats et le haut clergé. Ce n'est pas le cas en Bigorre, on le verra.
Donc tout ça est laissé au bon soin des États généraux quand ils se réuniront. Et voilà, donc on a gardé, notamment aux archives, tous les papiers concernant la convocation des États généraux. Alors il y a pas que, ça c'est la page de garde, mais c'est une publication de plusieurs pages, je sais pas, même une dizaine de pages quand même, parce qu'il y a les règlements, il y a les règlements particuliers pour la Bigorre par exemple, etc., etc. Comme toujours, ils fixent le lieu où ça va se passer, quand, les dates des élections, etc. Parce qu'il y aura élection quand même. Hein. Dans chaque communauté, on va élire les représentants qui vont porter le cahier des doléances de la commune, des souhaits des habitants de la commune, au chef-lieu du département, de la province, où au chef-lieu de la province, donc, où se réuniront les différents délégués. Alors c'est 2 délégués par communauté, normalement. Bon, mais ça, on le verra la prochaine fois, peut-être. Alors, bonnes vacances et bonne année, alors. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.